hors conventionnel. Lydia Laflamme est une jeune étudiante en maîtrise en sciences politiques à l'Université Laval. Elle a suggéré dans un essai une idée qui a remporté un prix à l'École de la fonction publique du Canada, donc des étiquettes sur les produits alimentaires pour mesurer son empreinte écologique. Moi, j'ai trouvé ça brillant lorsque j'ai lu ça hier. Je tenais absolument à en parler. J'avoue que si des fois, mettons ma douzaine d'œufs, ma douzaine d'œufs, si elle était 30 sous plus chère, mais que je savais qu'elle est plus écologique, ou des fraises, ou des asperges, ou peu importe, c'est sûr que ça ferait en sorte que j'aurais envie de faire ma part. Je trouve que c'est une idée brillante. Est-ce que c'est faisable par la suite? Ça, je ne le sais pas. Qu'en pensent les experts? On en discute avec Luciano Barin-Cruz, qui est spécialiste des questions de transition et de développement durable. Bonjour, M. Barin-Cruz. Bonjour. Dites-moi, est-ce que c'est une idée brillante? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment voir dans nos épiceries, avoir des étiquettes qui nous disent l'empreinte carbone de tel ou tel aliment? Je dis empreinte carbone, je devrais dire empreinte écologique. C'est définitivement une bonne idée et c'est même plus qu'une idée parce qu'il y a des expériences à ce niveau déjà dans d'autres endroits. Il y a des pilotes qui sont faits par certaines organisations. Et je suis tout à fait d'accord avec cette idée et je pense qu'il faudrait qu'on avance dans cette direction pour deux raisons principales. La première, c'est que oui, quand on parle des questions environnementales, on pense beaucoup à changement climatique. C'est pas la seule chose, mais c'est très présent dans nos têtes là. Mais ça reste un peu abstrait. On n'a pas trop d'informations sur comment nous, on a un impact sur ces changements climatiques dans nos activités de tous les jours, ou comment ça va nous toucher vraiment dans notre vie. Donc d'abord, en partant dans cette direction, ça nous permettrait déjà de donner un peu plus d'informations aux gens, d'éduquer un peu par rapport à ces questions-là qui sont associées aux produits, mais aussi de faire en sorte que ça devienne concret. C'est-à-dire, on pourrait à ces moments-là savoir concrètement, quand je m'achète quelque chose dans l'épicerie, là, c'est de quelle façon je suis en train d'avoir une empreinte du point de vue environnemental. Donc là, pour ces deux raisons-là, je pense que c'est une très bonne idée. C'est clair qu'il y a des limites aussi à cette idée-là et que je pourrais commenter si vous le souhaitez. Ah ben oui, je veux savoir c'est quoi les limites. Je veux savoir aussi qu'est-ce qu'on peut analyser parce que, tu sais, évidemment, on pense tout de suite au transport. Là, c'est la première chose qui nous vient en tête. Des fruits qui arrivent de différents pays ou qui arrivent par bateau. Puis à un moment donné, tu fais « Hey, ça a pas de bon sens que je consomme mon petit avocat du Mexique qui a pollué la planète. » Mais à part le CO2, qu'est-ce qu'on pourrait quantifier et de quelle façon là, vous pouvez poursuivre dans votre idée? Tout à fait. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut considérer, en fait, quand on parle de l'impact environnemental. Mais je vais commencer par une question de base. C'est déjà, si on se concentre à la discussion du jour, que c'est les changements climatiques, normalement, on pense aux émissions de CO2. C'est pas la seule chose. Il y a d'autres gaz qui sont importantes aussi. Il y a le méthane, il y a d'autres. Par contre, on sait que les CO2, c'est une composante très importante. Par contre, quand on parle des CO2, oui, on avance dans la façon de mesurer les émissions de CO2, mais on est loin encore d'avoir un standard international pour définir comment on va calculer pour que toutes les organisations dans toutes les industries les fassent de la même façon. Ça évolue, ça avance, les ordres comptables, les organisations à niveau transnational commencent à essayer d'avancer dans cette direction, mais on n'est pas encore là. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut tenir en tête, c'est que oui, on avance dans la façon de calculer les émissions CO2, mais on n'a pas un standard encore international. Et ça peut amener à la variabilité, en fait, quand on va avoir OK, les émissions de CO2. Ça nous amène déjà au point qu'il faudrait avoir un organisme régulateur pour ça, qui va définir que tout le monde va devoir mesurer de la même façon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, que c'est très important, c'est de penser, OK, si j'ai vu m'attaquer à l'environnement, il y a les émissions de gaz, mais il y a aussi, par exemple, tout ce qui touche à la biodiversité. Est-ce qu'on va les considérer? Et ça, on est encore plus loin d'avoir un standard international. Donc là, il va falloir définir sur quoi on va mesurer, sur quels éléments je vais m'attaquer. Ça serait par la concentration, en fait, des forêts que je protège et qui s'approchent éventuellement de mon organisation. Ou ça serait sur d'autres critères et d'autres indicateurs éventuels. Donc, ça, c'est un deuxième point qui c'est important. Un troisième, ça serait que, oui, on parle des impacts au niveau de l'environnement,
Mais on sait que c'est pas juste l'environnement. Il y a toujours la question sociale aussi qui vient avec. Donc, est-ce qu'on va vouloir l'intégrer aussi? Est-ce qu'on va vouloir, quand on s'achète à l'épicerie, avoir quelque chose qui nous dit l'impact au niveau de l'environnement, mais qui nous parle aussi de l'impact au niveau du social? Qu'est-ce que voulait dire l'impact social? Je suis pas sûr de vous suivre, là. Par, par exemple, on pourrait penser à tout ce qui est l'inclusion des personnes les plus marginalisées, ou à quel point, justement, on va privilégier des emplois au niveau local, par exemple. Okay? Donc, ça se peut Ouais. qu'éventuellement, j'ai pu avoir un niveau d'émission de CO2 qui est moins élevé pour un certain produit. Par contre, au niveau de l'emploi local, c'est pas les produits qui permettent d'avoir plus d'emplois locaux. Donc, il va falloir quand même qu'on puisse décider si on veut donner une priorisation à un de ces critères et qu'on puisse avoir une standardisation de comment les calculer. Donc là, je pense que c'est un autre point. Et finalement, un autre bémol que je porterais ou en limite, quelque chose sur laquelle il faudrait réfléchir, c'est justement toute cette question que si on va dans cette direction, il faut que ça soit vraiment très bien réglementé. C'est-à-dire qu'on ait des organismes qui puissent dire au niveau du gouvernement, voilà comment on va calculer tout ça, peut-être en partenariat avec les universités qui sont dans la frontière pour voir comment on fait ces calculs, comment on mesure tout ça et pourquoi. Parce que si on le laisse libre, si on le laisse au choix de chaque organisation, de chaque industrie, ça peut devenir très vite un marché aussi dans lequel on va voir des organisations qui seront expertes juste de créer des labels pour que les consommateurs puissent les regarder. Et là, si chacun utilise un label différent avec des standards qui sont complètement différents, ça va abîmer complètement la légitimité du processus et ça va jouer contre, en fait, ce qu'on veut, que c'est d'informer les gens, faire en sorte que c'est concret, d'éduquer les gens au moment de leur choix d'achat. Oui, on veut pas se faire flouer parce qu'une entreprise a un bureau ici au Canada, puis que finalement, on fait croire que ça vient d'ici, puis etc., etc. Donc, on veut que ça soit bien réglementé. Est-ce que vous pensez que ce côté-là, culpabilité, c'est une bonne chose pour le client? Parce que moi, c'est sûr que si je passe à la caisse avec mon produit, puis c'est écrit en gros rouge... pollueur, là, j'exagère, mais c'est sûr que c'est gênant de le donner à la caissière pour qu'elle fasse, qu'elle passe sur le tapis. Je vais préférer passer avec mes articles qui sont, par exemple, écrits en vert écologique, bon pour la planète. Fait que ça, ce côté-là, parce que c'est là-dessus qu'on va jouer, là, sur la culpabilité des clients. Tout à fait. Donc, pour donner la réponse là-dessus, je pense qu'il faut revenir justement à ces rôles structurants que je pense que les gouvernements doivent avoir sur ces questions-là. On ne peut pas laisser cette urgence climatique juste dans la main des consommateurs, que ce soit un choix des consommateurs. Il faut que ça vienne avec de la réglementation, avec des critères clairs de comment nous, comme société, comment les entreprises, il faut qu'elles avancent. Ça, c'est clair, on ne peut pas s'échapper de ça. Donc, du genre, si cet aliment-là, il est écrit en gros rouge pollueur, on le fait juste pas rentrer au pays. C'est ça que vous voulez dire? Ça pourrait éventuellement être quelque chose comme ça, mais il faudrait être beaucoup plus élaboré et complexe que ça. Il faudrait avoir un plan de transition dans lequel comment on fait pour substituer éventuellement certains ingrédients, certains produits au fur et à mesure que les plans de transition avancent dans les prochaines années. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'on ne peut pas remettre toute la responsabilité aux consommateurs, que ce soit de façon volontaire aux consommateurs, qui c'est juste à ces consommateurs de prendre cette décision et de sauver la planète. Il faut un rôle structurant et la responsabilité de nos gouvernements pour encadrer ce qui va venir. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, oui, c'est clair que ça peut générer un certain culpabilité chez les gens, mais un certain niveau de culpabilité, je pense qu'il est positif. Pourquoi ça? Parce qu'il peut nous amener à réfléchir, il peut nous donner de l'information. Je pense qu'il ne faut pas qu'on parte dans un sens de pointer les doigts aux gens. C'est pas dans ce sens-là. Mais ça, c'est le genre d'outils qui permet d'informer les gens sur, dans les activités de tous les jours, c'est quoi mon impact à moi. Et à partir de ça, je peux commencer à réfléchir un peu. Peut-être que je vais avoir mon budget d'émissions CO2. Je peux me dire, écoute, ouais, je fais un extra pour tel aliment, mais le reste de mon panier est très responsable. C'est ça. C'est ça. Et je pense que ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que j'insiste un peu sur les deux côtés. Je pense qu'il y a un rôle structurant du gouvernement pour dire aux industries comment on doit avancer. Et il y a aussi les choix des consommateurs avec leur responsabilité qui est quand même limitée.
Je pense que dans un monde idéal, ce qu'on devrait voir, c'est qu'indépendamment si j'ai un gros salaire ou un petit salaire, que je puisse arriver à l'épicerie, que je puisse avoir accès à des produits qui, d'un point de vue environnemental, ils sont plus intéressants et ils ont moins d'impact. Pour qu'on arrive là, on va pas pouvoir laisser juste les marchés s'autoréguler parce que là, ça va faire en sorte que juste ceux qui ont plus d'argent vont pouvoir s'acheter ces produits qui ont plus d'impact environnemental. Il va falloir qu'on aille la capacité de générer pour la grande masse des consommateurs l'offre de ces produits-là. Et ça, je ne pourrais pas le voir sans qu'on vienne avec des contraintes un peu plus structurées, avec un plan de transition qui viendrait avec un gouvernement qui est très responsable là-dessus. Ah, ça, c'est certain que le prix va avoir beaucoup à jouer. Là. On a beau... je veux dire, le panier d'épicerie est tellement cher que lorsqu'on veut tous l'encourager local, mais t'as beau mettre fraises locales, s'il est 2 fois plus cher que l'autre, la majorité des gens vont prendre l'autre, même si on veut tous être local. Même chose avec les produits écologiques. Tu sais, lorsqu'on sait que c'est écologique, on veut acheter celui-là au lieu de celui qui a peut-être été avec des pesticides. Mais si le prix ne suit pas, ça va faire en sorte que les gens vont pas embarquer dans la roue, ça c'est sûr et certain. Et on peut pas tomber dans une logique dans laquelle ceux qui ont plus d'argent, alors ils peuvent s'acheter ce qui est plus écologique et qui vont finalement pointer les doigts ceux qui ont moins d'argent parce que simplement ils n'ont pas l'accès à ces produits-là qui sont moins dits écologiques. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas juste laisser ça dans la main des consommateurs parce qu'il y a des consommateurs qui, si on les laisse ça complètement libre au niveau du prix du marché, ils seront jamais capables d'acheter au prix qui vient. Donc, il faut quelque chose de beaucoup plus structuré pour permettre à ceux qui ont moins de pouvoir aussi embarquer. Bref, c'est embryonnaire. Ça vous tente de le lire? Il a sur le site de TVA Nouvelle, il a aussi dans la presse, dans la section. C'était donc dans l'édition du 7 août. On progresse, on avance. C'est une très, très belle idée. Je voulais en parler aujourd'hui. On en a discuté avec Luciano Barin-Cruz, spécialiste des questions de transition et de développement durable. Merci pour ces précieux commentaires. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.